Bonjour et bienvenue dans le Nouvel Angle. On est d'autant plus heureux de vous recevoir, sachant que c'est notre premier épisode du podcast. Mais qu'est-ce que le Nouvel Angle d'abord? Le Nouvel Angle, c'est le podcast qui permet aux étudiants de découvrir la vision des nouveaux métiers du digital. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur Twitch, mais vous inquiétez pas, si vous voulez revoir la rediffusion, on est sur Spotify et Apple Podcast. On est actuellement dans les locaux d'Epitech Digital School qui nous a permis d'organiser tout ça en collaboration avec les étudiants qui nous ont transmis plusieurs questions. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Nicolas Fernandez Le Folic Bonjour. qui vient nous Bonjour. parler Bonjour à de tous. gros hacking. Exactement. Donc, comment vas-tu déjà? Ça va très bien. Je suis très enchanté d'être dans ce premier épisode. Parfait. C'est très cool, super initiative. Merci. Alors, on a découpé ça en 3 parties pour ce premier épisode. Dans la première partie, on va parler de ton parcours, comment tu en es arrivé aujourd'hui à être entrepreneur, gros hacker, collectif de freelance, etc. En deuxième partie, on va faire un focus plus sur le gros hacking avec qu'est-ce que c'est, comment ça se passe au quotidien. Et en troisième partie, une sorte de petite masterclass où tu vas nous apprendre comment acquérir ses premiers clients. Alors, je te laisse commencer du coup par cette première partie. Du coup, comme il a dit San, dans la première partie, est-ce que déjà tu peux nous expliquer ton parcours, tes études et comment t'es arrivé jusqu'ici en gros hacking? Comment je suis arrivé jusque-là devant vous? C'est ça. C'est ça. Alors, si je recommence depuis le début, moi j'ai grandi à côté de Limoges, dans la campagne, classique. Et ensuite, je suis allé faire mes études à Bordeaux. J'ai fait une prépa maths. Je suis rentré ensuite en école d'ingé dans le sud de la France. J'ai fait une école de commerce ensuite à Nantes. Ah, d'accord, tu es passé d'école d'ingénieur à Ouais, école de ça m'allait commerce. pas. Ça m'allait pas. Il y a un gros gap. Non, mais c'était une école d'ingénieur qui était. J'ai fait du génie civil, moi, même spécialité mine, donc je cassais des cailloux. Ah ouais, ah, d'accord. Les J'ai fameux adoré. cailloux. Non, mais franchement, j'ai adoré. L'école était géniale. On est encore loin du digital, là. On est très loin du digital. Il y avait une filière qui était digitale, mais qui était pas, que j'avais pas pu faire. Enfin, j'étais plutôt allé sur du TP, du génie civil, quoi. D'accord. Et du coup, j'avais aussi envie de m'ouvrir à autre chose. Et en fait, en tout cas, dans cette école-là, il y a beaucoup d'écoles d'ingé aussi au début. On t'ouvre pas forcément toutes les portes, en tout cas à l'époque. Hein. Moi, je parle il y a 7 ans. Ça a dû bien Ça changer. commence à dater. Je pense qu'Epitech aussi a une mentalité un peu différente. Et puis c'est pour ça que je suis allé plutôt sur une école de commerce pour m'ouvrir. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait le forum des métiers d'école d'ingé par rapport au forum des métiers d'école de commerce, ça n'a rien à voir. Donc bref, j'ai fait cette école de commerce et ensuite je suis allé travailler. Enfin, Enfin, clairement, je suis allé travailler. Et je suis pas allé dans le génie civil, je suis allé dans le transport. Donc, parce que moi, à l'époque, c'était encore il y a 5 ans. ok. Ce qui me bottait, c'était les véhicules autonomes, l'innovation, Ah, avec d'accord. l'électrique et tout. Je dis putain, si j'arrive à rentrer là-dedans, je suis trop bien. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Ouais. Ok, ok. Et voilà, je suis rentré chez Transdev en tant que product owner. Ok, Du coup, ça d'accord. s'appelait chef de projet digital à l'époque, mais ça s'est reconverti en product owner derrière. Donc j'ai fait ça, c'était très cool. Vous pouvez en parler si Ouais, vous êtes oui, intéressé par pourquoi le pas. métier. revenir dessus plus tard. Et au bout de 2 ans, j'avais fait un peu le tour. Et avec un de mes potes avec qui j'avais déjà entrepris à l'école, on s'est dit, Tain, ça serait cool quand même de se lancer. Ouais. Et donc on a démissionné, on est allé, on a fait un bootcamp de code type le wagon, je sais pas si vous voyez. Oui, Oui. oui. Voilà, c'est Ouais. pas le wagon, mais ça s'appelle le The Hacking Project. C'est Ok. pareil, mais beaucoup moins cher. En décentralisé, c'est génial, allez-y à fond. Enfin, bon, vous avez déjà codé. Ouais, donc- nous, Ouais, c'est bon. ça devrait être bon. Donc voilà, et ensuite j'ai rencontré dans ce bootcamp 4 autres fondateurs avec qui j'ai monté une boîte qui s'appelait Ding Dong, qui était une boîte D'accord. dans l'immobilier tech. Après, ça allait très vite. Entre-temps, entre l'école d'ingénieur, l'école de commerce, Ouais, combien d'années se sont passées? bah, l'école d'ingé de 3 ans, 1 an d'école de commerce, après tu as 2 ans de boîte, 2 ans de start-up, Ok. Ok. et après on a arrêté la boîte 2 ans après du coup, et moi je me suis lancé avec 2 autres de mes associés à faire du coup ce qu'on a appelé derrière la grosse. Ok. Ouais. Ah, parce qu'à l'époque, Bon, à pareil, l'époque, ça n'existait on allait aider les copains qui étaient dans les autres startups à trouver des clients, à se démerder, à faire des petits Ok. hacks à droite à gauche. Et petit à petit, ça s'est appelé effectivement le growth, enfin, ce que vous appelez le growth hacking, mais Oui. je vais vous expliquer que
c'était avant et Ah, maintenant, ça a encore D'accord. changé. ça a encore changé un peu. Ah, ça Je vous change ferai tout le temps. l'historique si ça vous intéresse. Donc, juste avant, on parlait de ton mindset que tu avais à chaque fois que tu passais les étapes de casser des cailloux, le BTP, jusqu'à aujourd'hui ton entrepreneuriat. Donc, si tu peux nous résumer rapidement ce qu'on disait. Le mindset, Ouais. Ouais. comment je suis passé d'étape à étape. En fait, au début, je pense que c'est assez inconscient. Tu le fais parce que ton entourage te dit de le faire, etc. Mhm. Tu vois là où tu es bon et donc tu y vas. Typiquement, c'est pour ça que tu vas faire une prépa, tu vas en école d'ingé parce que la famille est là-dedans. Mhm. Euh, et après, je pense que tu commences à sentir un truc en toi, tu vois, qui te dit bon, bah, si j'allais là, je pense que je serais mieux. Je le Ouais. sens. Je serais mieux, je vais plus apprendre, je vais plus m'éclater, c'est plus le secteur, les gens ils ressemblent plus à ce que je veux être plus tard. Et ça, ce switch, il est différent selon les personnes. Moi, il s'est fait assez tard au final, je pense qu'il s'est fait au moment où j'ai commencé à choisir mon job. Donc, au lieu d'aller dans le génie civil, par exemple, je suis allé dans le transport. Mhm. Et puis après, au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que je veux pas plutôt entreprendre? Ok. Voilà. Et là, tu t'écoutes, tu regardes un peu. Donc moi, j'ai aussi j'ai essayé de m'allier avec mon pote et tu te dis, allez, est-ce que je n'irais pas plus vite? Est-ce que je m'éclaterais pas plus, Ouais. si je partais pas là-dedans? Et voilà, c'est comme ça. C'est du coup essayer d'aller voir là où tu vas t'éclater le plus, quoi, tout simplement. Ok. Donc, ce que tu dis, c'est un peu aussi qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir se lancer dans quelque chose qu'on aime. Ouais, il est jamais trop tard. Ouais. Après, mon conseil, quand même, c'est allez-y le plus tôt possible, Oui, quoi. quand même. Franchement, dès que vous pouvez, allez-y parce que vous allez voir après, hein, quand vous allez grandir, vous allez toujours avoir une excuse et Ouais. vous allez toujours vous dire en fait, c'est pas le bon moment. Et puis tu dis mais pourquoi c'est pas le bon moment? Parce que là, je finis mes études. Ok, très bien. Et après, tu vas commencer à travailler. Donc là, pendant 2 ans, il faut absolument que tu fasses ton Mm. job parfaitement. Et puis après, tu dis attends, mais là, j'ai une super opportunité ou j'ai une grosse augmentation. Donc c'est pas le moment. Ouais. Et puis après, tu commences à voir le copain ou la copine. Mm. Donc là, tu te dis bon, c'est pas le moment. Faut que je sois sécure. Puis après, tu as un achat potentiellement une famille, etc. Ouais, et puis Enfin, tu finalement, vois, c'est jamais c'est le jamais moment, le quoi. moment. Toujours des bonnes Exactement. excuses pour repousser. Exactement. Le meilleur moment, je pense, c'est maintenant. Pour Ouais. vous, c'est maintenant. Non, mais c'est bien, franchement, c'est assez courageux du coup d'avoir réussi à chaque fois de changer de domaine comme ça, juste parce que tu avais envie. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui n'ont pas forcément trouvé ce qu'ils voulaient faire. Donc c'est courageux tout simplement de l'avoir Je fait. te rassure, à 30 ans, Ouais, dans mon t'es toujours pas écosystème, sûr. les gens, c'est la Ok. même chose. Hein. Ah ouais. Donc ça finit jamais en fait. Ça finit jamais. Ça Je finit pense qu'il jamais. y a très peu de personnes comme toi qui ont osé faire le pas et franchir ce step. Il y en a, non, 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 enfin, honnêtement, il y en a beaucoup. Après, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Hein. Je veux Oui. dire, c'est quelque chose, vraiment, si tu t'écoutes, c'est un truc, à un moment donné, c'est moi, je prenais le métro tous les matins et je me disais, j'écoutais les podcasts, Pauline Legnaud, Mhm. enfin, à l'époque, je sais pas si Ouais, ça, on vous écoutez connaît- on toujours connaît Pauline pas. Legnaud, Stan Leloup, enfin, Mm. j'écoutais ces gens-là, mais c'est incroyable ce qu'ils font, c'est ouf. Et moi, je vais au taf, j'ai envie de ça, quoi, tu vois. Et donc, Ouais. au bout d'un moment, ça monte, ça monte, ça monte, c'est une boule que tu as, au bout d'un moment, que tu écoutes, quoi, tout Ok. simplement. Et du coup, avec toutes ces expériences que tu as eues, est-ce qu'il y a des enseignements aujourd'hui que tu te sers toujours dans ton métier? Par exemple, est-ce que l'ingénierie, t'a plutôt appris de la rigueur, par exemple, l'école de commerce, un petit peu la manière de parler, de mettre les choses en place? Est-ce que tu as des enseignements que tu tires un petit peu de chaque expérience que tu as eue? Oui, déjà, moi, je trouve que le plus important dans chaque épreuve, c'est de bien s'entourer. C'est con, enfin, tout le monde le Mhm. dit, mais en fait, ça passe par ça au début. Si tu es bien entouré, derrière, tu vas avoir l'énergie, Ok. tu vas être avec d'autres personnes qui vont avoir les mêmes objectifs, tu vas avoir de la bonne vibes, Mhm. et du coup, c'est le socle qui te permet d'aller plus loin. Donc, c'est D'accord. vraiment, pour moi, le truc. Au départ, c'est ça. Je vais te donner un exemple là, typiquement, qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Quand je suis passé d'une agence de growth à un collectif de growth, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas alignés, tous les associés, sur ce qu'on voulait faire. Ouais. Mhm. Et donc, du coup, à ce moment-là, bah, tu te retrouves un peu solo. Et donc, avant de monter ce collectif de growth solo, tu dois dire, bon, il faut quand même que je trouve les personnes qui vont m'entourer, qui vont monter le truc avec moi, pour ensuite pouvoir promouvoir ce concept, pouvoir aller trouver des missions encore plus stylées, vendre plus si ok. c'est ton objectif, etc. etc. Donc, un autre exemple, quand je suis parti de ma boîte Transdev et on a voulu monter notre boîte, on n'est pas parti tout de suite et dire vas-y, on a une idée, on la code et puis let's Ouais. go, tu vois.
On s'est posé pendant 3 mois, on a fait une formation de code, on a rencontré d'autres gens, on s'est dit putain, ces gens sont cool, on a envie de faire quelque chose avec eux. Ok. Voilà, maintenant qu'on est dans un bon environnement, let's go quoi. Donc c'est fait, ça. Une roadmap un peu du parcours de vie pour pas se lancer dans un bain rempli de requins qu'on connaît pas, quoi. Ouais, et puis c'est facile à dire, mais au début, tu n'as pas confiance en toi, et puis quand tu as des gens qui t'entourent, la confiance, elle arrive, tu vois. Et c'est à Ok. partir de là que tout émerge. Ok. Donc, c'est Justement, ce collectif freelance, on n'a pas encore parlé. L'escadrille, Mm. dis-nous un petit peu déjà qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce collectif. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont en freelance Ouais. et qui travaillent tout seuls parce que justement, c'est un peu ce qui est recherché dans le freelance. Pourquoi Ouais. toi, tu as fait un petit peu ce chemin inverse de venir regrouper plusieurs personnes Mm. et quelle est la différence finalement du coup avec une agence? Ouais, c'est une bonne question, parce que justement, ça vient d'un double constat, c'est que quand tu es en freelance, au début, tu commences en freelance, Mm. tu es solo, Ok. c'est cool, tu t'amuses bien, tu as la totale liberté, plus ou moins, ça dépend de plein de critères d'ailleurs, pour en parler, mais au bout d'un moment, au bout d'un an ou deux, bah, t'es pas entouré. Donc t'es pas entouré, donc t'as moins de plaisir, c'est plus stressant parce que t'es tout seul face au client, et puis voilà, tu n'as pas un bureau avec des collègues avec qui parler, etc. T'as le client, mais voilà, c'est complètement différent, tu vois. Et donc au bout d'un moment, t'as envie de faire partie d'un projet, un truc qui te transcende un peu, et du coup, t'as ce besoin de te réunir. Donc t'as deux choix, c'est soit effectivement, bah, tu rentres dans une agence, tu peux être en freelance en agence, c'est possible aussi. C'est possible de faire les deux? Oui, oui, bon, Enfin, tu peux être salarié, alors, du coup, c'est freelance, la freelance boîte pendant l'accepte. son temps libre et essayer Ouais, peut-être de faire l'agence du coup à plein temps ouais. ou à mi-temps. Ouais, tu peux même être salarié dans une agence, freelance, Ouais. entrepreneur à Ah, côté. Et oui, tu ça, peux bien sûr. tu peux faire tout ce que tu veux. Multicasquette, oui. Ouais. Mm. Et donc le premier constat, c'était ça. Et le deuxième constat, c'est que l'agence, on avait monté ça, mais en fait, une agence, le but de l'agence, c'est de générer le maximum de chiffre d'affaires. Mm. Plus ou moins. Oui. Voilà, toujours. Comme toute entreprise. Voilà, c'est de générer toujours, du bif. Ouais. Et donc, pour ça, évidemment, il faut une manne salariale, il faut manager, a priori. Mhm. Ou alors tu fais une agence solo, mais c'est assez rare. Et du coup, bah, on a testé, mais on voulait vraiment pas manager, quoi. C'était vraiment pas notre kiff. Et Ok. on n'était pas du tout à la poursuite à la recherche du profit. Donc, vous aviez essayé de manager ou de trouver un manager pour manager tout le monde? On a essayé on a plus ou moins essayé de manager, et on n'a même pas eu l'idée d'aller chercher Ouais. ailleurs parce qu'on s'est dit en fait on n'a pas envie de ça. On Ok. veut garder on va dire la flexibilité du freelance, Mm. tu vois, mais avec la force de l'agence, tu vois, la force Ok. de l'image de marque, la force du collectif. Donc c'est pour ça, d'ailleurs notre tagline c'est ça, c'est l'agilité du freelance et la force du collectif. D'accord. Ouais, c'est pour ça qu'on a créé ça. Donc, l'organisation collective, elle te permet à chaque freelance, déjà, de bosser sur les missions que tu souhaites, Ok. d'avoir un groupe, un collectif, et de bosser sur des missions qui sont beaucoup plus importantes et cool pour toi, parce qu'en fait, tu vas pouvoir postuler à des missions qui ont potentiellement plusieurs expertises. Il y aura la tienne, il y aura celle de ton pote, il y aura celle d'un autre pote. Et donc, tu fais le collectif des deux potes, et du coup, tu Ok. peux répondre à la mission, et c'est un truc qui est beaucoup plus transcendant, on va dire. Ça permet de ne pas se poser de questions, est-ce qu'on peut répondre à cette mission, est-ce qu'on peut la faire, avec les apports d'expérience de chacun. Ouais, Aujourd'hui, en plus, avec un esprit freelance, donc il y a une entraide et en même temps un vœu de vouloir s'améliorer soi-même. Mm. Du coup, aujourd'hui, c'est le bon choix que tu as fait, quoi. ouais, complètement. T'as l'autre chose dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait que on apprend des autres. Et ça, c'est une Aussi. dimension dans Ouais. ton taf. Enfin, Mm. moi, en tout cas, il y a des jours où j'apprends pas, c'est vrai. Mais t'apprends toujours un petit truc d'un autre, etc. Ouais, tu vois. forcément. Mais il y a des jours où vraiment, j'ai mon collègue, il m'apprend un truc, je fais putain, mais c'est incroyable, et j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé. Et donc, comme c'est une expertise différente, t'apprends de Et ouf. pourtant, c'est pas le même domaine, mais il y a C'est toujours pas des choses à aller exactement le chercher domaine, ouais, qui ça. vont un peu Ouais. se répercuter sur notre métier. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pose la question. Si on n'a pas envie de travailler, vu qu'on est quand même freelance, Ouais. est-ce qu'on choisit vraiment à chaque fois les missions qu'on a envie de prendre ou est-ce qu'on a Ouais. une sorte de petite obligation quand même de participer quand on en a besoin? Bah, c'est une excellente question, et c'est quelque chose il y a plein de sortes de collectifs déjà.
On pense qu'il y a qu'une sorte de collectif. Non, il y a plein de sortes de collectifs et il y a même des agences qui se rebrandent collectifs alors que c'est des agences. Ah, ok, c'est pour camoufler le collectif. Exactement, c'est devenu une marque un peu. Bonjour, on est cool. Voilà, et puis on freelance. on vous met des freelances derrière, mais c'est pas la même philosophie. En tout cas. Ok. C'est pas la même philosophie. Voilà, la philosophie du collectif telle qu'elle est pensée, c'est vraiment chacun choisit l'émission, mais vraiment chacun bosse comme il veut. Ça doit pas impacter le groupe. Voilà. Donc comment ça se passe concrètement quand il y a une mission qui arrive, que quelqu'un a un contact ou une mission qui arrive, on demande qui est chaud de bosser là-dessus. Il faut au moins un web designer par exemple et un gloss pour cette mission. Donc on répond, on dit c'est bon, les deux sont chauds, très bien. On répond, on fait le call. Si on décroche la mission, après on se dit 50-50 en fonction du taf ou 30-70. Voilà. Et ça marche comme ça. Et donc évidemment, une fois que tu as la mission, si le mec il bosse pas, là il y a un problème, tu vois. Ok. Mais ça nécessite de bien choisir avec qui tu t'associes, parce qu'au final, c'est comme une boîte, tu es associé dans un collectif. Ouais. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui se créent. J'ai vu là il y a quelques jours sur LinkedIn un post pareil où il y avait des CPO connus, des marketeurs très connus qui ont fait une sorte de nouveau collectif. Ouais. Donc ça a l'air de bien marcher. Pour moi, je suis dans le truc, donc forcément, c'est un microcosme, donc je suis baigné par ça. J'ai envie de te dire que ça explose. Ouais. Mais si tu veux, je te fasse un peu la storyline du truc, c'est souvent quand t'es étudiant ou junior, tu vas commencer, et c'est dans tout domaine, c'est pas forcément du dev ou du market, tu vas commencer à aller dans des boîtes de conseil ou des agences, parce que elles te permettent d'apprendre énormément sur plein de sujets rapidement. C'est ce que tu conseilles ça aux étudiants ? Pas forcéément, non. Non, mais après, il n'y a pas de mauvais choix. Okay. Mais j'ai plein de potes qui l'ont fait, qui sont allés dans l'entrepreneuriat derrière, ou d'autres qui sont restés parce qu'ils s'y plaisent. Il n'y a pas de... Faut se faire confiance, il n'y a pas de... Faut pas croire qu'il y a un choix et après c'est mort, tu vois. Okay. Non, c'est pas comme ça. C'est faites ce que votre cœur vous dit, et puis il sera temps de changer si vous voulez. On parlait de quoi juste avant là du collectif, des collectifs qui se montaient. Donc en gros, le parcours de vie de quelqu'un qui va aller freelance et finance d'un collectif, souvent il commence dans ses boîtes de conseil ou dans les agences. Mm-hmm. Les agences, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vendent une mission, avec généralement 80% du temps un chef de projet qui est en front avec le client, et derrière, il y a les stagiaires, les alternants ou les juniors, ou si on a de la chance, un senior. Ça, c'est des très bonnes agences qui font ça. J'en connais, mais il y en a peu. Tu vois. Voilà. Et donc, en fait, après ces juniors, au bout d'un moment, ils se disent, ça fait 2 ans qu'ils sont dans l'agence, ils font, en fait, je peux être freelance, moi. Ouais. Au final, maintenant que je suis quasi senior, donc ils se mettent freelance. Ils font 1 an, 2 ans, puis après ils disent, en fait, c'est bien d'être avec des gens. Donc, ils forment des collectifs. Ok. Bon, c'est un peu ça qui se passe dans le paysage. Le raisonnement logique c'est qui arrive. Encore une fois, pas tout le monde. Mais sûr. Ceux qui arrivent en collectif, c'est souvent ça, quoi. C'est ce que tu as vécu toi, ce que tu as ressenti moi, j'ai passé des par étapes différentes. Ouais, c'est ça. Au final, c'est ça. J'ai commencé par une boîte pour me former à la tech, quoi, via Product Owner. Ensuite, je me suis lancé plutôt dans l'entrepreneuriat. J'ai fini freelance. Et là, j'avais envie de me regrouper. Donc, j'ai fini en collectif, quoi. Et justement, ce collectif-là, toi en particulier sur l'escadrille, j'ai vu que vous investissiez surtout sur des projets à impact. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Ça me fait plaisir qu'on en parle. Ça me fait plaisir qu'on en parle parce que c'est vrai que le marketing en soi, déjà, il n'est pas forcément bien vu, de base, surtout dans les écoles. On a l'impression que c'est un peu de la manipulation. Certains pensent que c'est de la manipulation, alors que pour beaucoup, c'est un métier de charlatan. Exactement. On pourra en parler après, mais il y a une autre vision de tout ça, et justement, en fait, on est un peu pollué par cette image. Mais du coup, notre but, c'est vraiment d'investir de faire grandir des projets qui, pour nous, ont du sens. Après, le sens dépend de chacun, mais pour nous, des projets qui en valent le coup, quoi. Donc, je peux vous donner des exemples. On bosse avec des boîtes qui vont aider les réfugiés à s'intégrer en France, qui les forment en français, qui vont les intégrer dans les boîtes avec des formations en CDI. Il y a des boîtes qui font du covoiturage B2B. Il y a des boîtes qui permettent de valoriser les invendus alimentaires. Tout ce qui est, on va dire, solidaire, social, humain, la biodive, tout ce qui pour nous a du sens. Mais encore une fois, chacun a son sens. Vous êtes un collectif qui se veut avoir une éthique, une morale.
Et aujourd'hui, et C'est quand même bien. est-ce que selon toi, du coup, vous êtes acteur, du coup, comme on a dit, le marketing c'est mal vu. Est-ce Ouais. que c'est avoir une boîte à impact, Ouais. ça permet d'améliorer la vision sur le marketing et tout ce qui l'englobe? Bah, en gros, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce que j'ai l'impression de l'extérieur, c'est que tu as deux types de marketing, ou d'entrepreneuriat de growth, c'est la même chose. Tu as le marketing qui est court-termiste, de l'arnaque, du consumérisme, tu vois, Ok. typiquement, tu vas vendre un truc, le dropshipping, vous connaissez Ouais. le dropshipping? Oui, Ouais. bien sûr. Bon, Ok. bah, ça, c'est très bien pour apprendre le marketing, Ouais. mais en soi, est-ce que ça a du sens derrière de faire une grosse boîte là-dessus? Hmm. Peut-être, ou ça dépend si ça résout un vrai problème. Ok. Voilà, ça peut être une étape, une transition aussi. Donc ça, c'est le premier type de marketing. Et après, tu as le marketing qui est plutôt long-termiste, qui répond à une vraie problématique qui est de société, quoi. Je veux dire, Ok. on sert vraiment les gens, le monde, quoi. Donc c'est plutôt aider à vendre des produits auxquels on croit plutôt que Qui ont du simplement essayer de le vendre par tous les moyens Ouais. pour gagner de l'argent. C'est ça, après, le débat, il est ouvert, et encore une fois, voilà. Mais est-ce que ça a du sens d'aller faire du marketing pour une boîte comme Wish, tu vois? Hmm. Je sais pas. Ouais. Peut-être. En tout cas, toi, tu préfères pas et Peut-être. tu préfères te tourner Voilà, vers des projets impact. Bah, moi, mon rôle dans tout ça, c'est d'essayer au contraire de promouvoir des boîtes qui ont du sens. Et même quand je donne des cours justement aux étudiants qui veulent entreprendre, j'essaie de leur dire, mais allez vers ce qui vous parle vraiment, quoi. Des fois, ils créent des projets, genre, mais tu connais le secteur? Pas du tout. Mais pourquoi tu fais ça? Genre, là, sur un truc qui te parle, quoi. Ok. Ça vient du cœur. L'entrepreneuriat, ça marchera que déjà, un, si tu connais un peu les problématiques, et deux, si ça vient du cœur. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, sur ça, le sujet. au sein d'un collectif, parce que vous avez tous une vision différente quand même, Mm. vous venez tous de différents milieux. L'impact, parce que vous n'êtes pas tous d'accord sur qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui a un réel problème dans la C'est société. vrai qu'il y a Ouais. peut-être des conflits à un moment. C'est sur une ça. vraie question qu'on a eue, et il n'y a pas de problème avec ça. Après, globalement, on est quand même alignés. On est quand même alignés sur ce qui a du sens pour nous, quoi. Ok. En France, généralement, les startups, souvent, tu as les startups de l'environnement écologie, tu as des startups solidaires, Mhm. voilà, et tu vas avoir des startups pour l'économie. D'accord. En gros. Ok. Donc, nous, on agit sur les trois, sachant que pour nous, on voit vraiment l'environnement en first, l'humain, la solidarité deuxième, et l'économie troisième. Ok. Voilà. Et après, chacun est libre, je veux dire. Il n'y a pas de souci, tu vois. Genre, Ouais. tant que ça a du sens pour toi, c'est-à-dire que tu y crois vraiment, voilà, Ok. pas de souci. Parfait. Bah, je pense qu'on peut passer du coup à la partie 2, où on va rentrer plus en détail sur le growth hacking. Hein, je vois déjà en train de sourire parce qu'apparemment ça s'appelle plus comme ça. Donc dis-nous déjà, c'est quoi le nouveau nom? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un nom si long, si incompréhensible? De ouf. Là, ça aussi, tu vois, on en pâtit aussi. Ah ouais, non, parce que déjà que je galère à le dire. Qui a inventé ce truc, growth. Non, même moi, j'arrive pas à le dire, growth. growth. Ouais. Ouais, Puis il y a le nom hacking dedans qui est un peu péjoratif Ouais. pour ceux qui s'y connaissent pas. C'est vrai, d'extérieur, tu peux penser effectivement que c'est quelqu'un avec sa capuche qui est en train de scraper Ouais. des données. Ah, vraiment. Et ça a été plus ou moins le cas, hein, de temps en temps, c'est ça aussi. Mais bon, en gros, aujourd'hui, on appelle ça le growth, tout simplement. Ok, Ou growth marketing, ça dépend. d'accord. Mais je pense qu'il faut comprendre d'où ça vient déjà, pour comprendre ce qu'est le growth hacking et ce qu'est le growth. En fait, à l'origine, ça vient de près 2008, je crois, 2010 à peu près, de la Silicon Valley, où là, tu avais plein de startups qui émergeaient. Mhm. Et donc, tu as un mec, je sais pas si vous voyez le Lean Startup, parce que ça. Le quoi? Le Lean Startup, Oui. vous voyez à peu près. Ok. Bon, il y a un mec, en gros, il a essayé de monter une boîte dans la Silicon Valley. Il a développé pendant 6 mois son produit. C'était une application avec 12 fonctionnalités. Il est allé la tester ensuite aux utilisateurs. Ok. Et ces utilisateurs ont dit, mais gros, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Ok. Moi, je veux une fonctionnalité à la limite. Et il faut qu'elle soit mieux faite, quoi. Ok. Et donc, il s'est dit, attends, j'ai perdu 6 mois. J'ai payé des ingé dev. J'ai investi de ouf. Et pour que 6 mois après, on me dise, en fait, c'est pas utilisé. Il y a bien une technique, une méthode pour pouvoir tester, itérer plus rapidement, quoi. Ok. Et donc c'est lui qui a commencé à conceptualiser
le Lean Startup. Ok. C'est tout simplement faire des hypothèses, faire un prototype le plus rapidement possible avec ce qu'on appelle un MVP, Minimal Viable Product. Donc ça veut dire tout simplement choisir les 1, 2, allez, max 3 fonctionnalités qui sont essentielles pour pouvoir tester ta proposition de valeur, ton hypothèse au client. Et ensuite, tout de suite, tu vas parler au client. Tu n'attends pas 6 mois, en 2 semaines, tu as shippé ton truc et tu y vas. Oui, et puis même si le truc n'est pas 100% propre, si le design n'est pas 100% incroyable, ça ne changera rien. Itérer. Exactement. Et ça ne sert à rien de faire ça dans une échelle de 10 000 personnes. Tu prends 10 personnes, tu risques rien, tu ne te crames pas et tu itères avec eux. Si tu as une vraie problématique et que eux ils sont conscients que ça va leur apporter une vraie solution, ce que tu es en train de faire, ils seront à fond avec toi. Donc en fait, tu avais ce créneau de Lean Startup en 2010. Donc c'est Eric Ries, si vous voulez lire le bouquin, qui est intéressant. Et ensuite est arrivé un mec, Sean Collis il s'appelait, et lui, en fait, à chaque fois qu'il était embauché dans les boîtes, il arrivait avec 2-3 petits hacks, beaucoup de jus de cerveau, à les faire décoller, tu vois. Et donc, et puis à la dernière boîte qui a fait décoller, on lui a demandé, maintenant tu peux partir, c'est cool, et il faut un remplaçant. Donc il a commencé à chercher et tout, et il tombait que sur des marketeurs qui avaient des CV comme as. Sauf qu'en fait, on lui demandait pas là de faire un PPT de stratégie avec des plans sur 6 mois. On lui demandait de mettre les mains dans le cambouis, quoi, de faire vraiment de faire grossir la boîte. Vas-y, quoi. Il va falloir peut-être coder des lignes, il va falloir peut-être parler à des clients, tu vois, il va falloir te débrouiller en fait. Il n'y a pas de technique. Et donc c'est là il s'est dit en fait il me faut un hacker de la croissance. Et c'est là où il a mis sur son job, je cherche un growth hacker. C'est là que c'est. Donc il a inventé un nouveau métier en fait, en quelque sorte. Exactement. Donc ça vient de là. Ça passe mieux en français, hacker de la croissance. Hacker de la croissance, c'est un peu mieux. Et tu nous parlais du coup qu'il tombait sur beaucoup de marketeurs. C'est quoi la différence avec le marketing traditionnel ? C'est vraiment le fait du coup de venir mettre les mains à l'intérieur, d'essayer de se débrouiller sans forcément faire des roadmaps de 6 mois. C'est quoi ? Il y a ça, en fait c'est donc le growth en général, c'est générer de la croissance un peu par tous les moyens, mais il y a 2 grands leviers. Il y a un en acquérant via l'acquisition de nouveaux clients, et 2 via l'usage du produit ou du service. C'est-à-dire que dans ton produit ou dans ton service, tu peux faire en sorte que ton client il reste plus longtemps, donc il paye plus. D'accord. Ou tu lui vends un autre service à côté. Ou le fait qu'il recommande un autre client. Voilà, c'est les 2 grandes thématiques sur lesquelles il faut bosser pour générer de la croissance. Bon, la croissance, pour qu'on soit clair, c'est générer du chiffre d'affaires. Si on est sur des boîtes classiques, c'est ça. Après, sur d'autres boîtes, type des boîtes à impact, c'est là que ça devient intéressant. C'est du chiffre d'affaires et potentiellement un autre indicateur qui peut être le nombre, la décarbonation de la société, ça peut être de l'environnement, ça peut être le nombre de kilomètres parcourus en covoiturage, voilà, ça peut être des trucs comme ça. D'accord. Voilà. Et donc la différence entre le marketing et le growth, c'est que le growth, il est vraiment vu comme une R&D avant le marketing, avant les équipes sales commerciales, avant les équipes tech, avant les équipes produits. C'est elle vraiment qui va émettre les hypothèses, donc parler aux clients pour émettre les hypothèses, analyser la data, dire attends, est-ce qu'on pourrait pas générer un peu de croissance en modifiant ce produit, testons. Voilà. Donc, ensuite ils modifient, ils testent, ils analysent comme ça, ils font plein d'hypothèses, plein de tests, et une fois qu'ils se sont dit ok, ça va marcher, ils le passent à l'équipe market, sales, produit ou tech, en disant bon, on a fait ça un peu la one again. Maintenant, pensez le truc mieux, mais il y a un gros potentiel. Mais il y a un marché, il y a des clients qui l'attendent. Et allez-y. Et c'est quoi, du coup, pour un gros hacker, je sais pas si on peut encore le dire. Ouais, un gros marketeur, comme tu dis. C'est quoi le quotidien pour un gros quel est son rythme de travail Est-ce que tu as des méthodes Il n'y a pas de rituel. Par contre, ça dépend des clients, mais il y a des clients, on va avoir des réunions hebdomadaires, pas quotidiennes, jamais, mais hebdomadaires ou alors des points mensuels. Après, c'est ton taf en tant que freelance de montrer que tu es important pour le client. Tu vois. Donc, c'est à toi en fait d'être proactif et tu as des objectifs. Tu n'es pas micromanagé quand tu es freelance. Enfin, ça existe, il y en a qui sont micromanagés, mais en tout cas, je ne choisis pas ces missions-là.
Et c'est rare, quoi. Mais du coup, tu as plutôt des objectifs, Mhm. et si tu les obtiens, les atteins, tant mieux. Si tu les atteins pas, il va falloir expliquer pourquoi. Ouais. Voilà. Dans tous les cas, il faut expliquer pourquoi. Ok. Tu vois, mais il Mm. vaut mieux les atteindre. Donc, si tu as envie de. Si tu es une boîte qui est incroyable pour toi, bah, tu vas bosser beaucoup plus que ce que tu as vendu. Tu t'en fous parce Ouais, que tu bah veux oui. cette ref, tu vois. Ok, Tu veux ok. que ça marche. Donc, ça dépend du coup bah, de ce que tu as choisi, effectivement, de tes clients. Puis de tes moments de vie aussi. Des moments de vie où. Bah, voilà, quand t'es jeune à 25 balais, t'es tout fou tout flamme. Après, je pense qu'à 40 balais ou 35 balais, bon, bah, t'as envie d'être un peu plus posé. Et c'est ça qui est cool dans un collectif, c'est justement si à un moment donné t'as envie d'être plus posé, t'as peut-être bossé aussi un peu plus avant, donc tu peux te reposer sur tes lauriers quoi, Ok, cool. pendant un an ou deux. Ok, d'accord. Après, du coup, le gros, comme tu as dit, c'est assez nouveau. Ça évolue. On est passé même au Ouais. niveau du nom gros hacking à gros. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des écoles pour apprendre le gros? Comment est-ce qu'on se forme à ça? Ouais, c'est vrai, ça, j'ai pas C'est vu. quoi, moi, de- Ouais, il y a des écoles. C'est très jeune aussi. Mhm. C'est un écosystème qui est méga jeune. Moi, j'ai investi dans une école. D'ailleurs, via Tudigo, on parlait des boîtes à Ok. impact. Tudigo, c'est du crowdfunding pour des boîtes à impact et c'est bordelais. D'ailleurs, si vous voulez Super. le faire venir, Ouais. c'est très 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 cool. C'est vraiment une super boîte. Ouais. Ok, bah pourquoi pas. Ouais. Franchement. Et la question c'était. Se former, comment est-ce qu'on se forme Oui, en donc, gros, Ouais, est-ce qu'il y a une école? Et donc, il y a une école qui s'appelle Conquistador, qui est une école en Pays Basque, qui est pas mal. Enfin, bon, je connais pas, enfin, j'ai juste investi dedans, mais du coup, Ok. voilà, je la promeux. Qui est d'ailleurs un de mes concurrents en même temps. Mais bon, Ah oui. voilà. Non, mais en tout cas, c'est, le fondateur a beaucoup d'énergie, donc moi, je valorise ça. Et il y a Rocket School, qui sont des écoles aussi où tu peux te former à toutes les BizDev. Je crois que tu devras un peu de tech et Ok. du sales, j'imagine, et du coup, du growth hacking. Voilà, mais sinon, franchement, non. Et honnêtement, c'est dur de former à ça. Ok. Parce qu'en fait, le meilleur moyen d'apprendre le growth, c'est juste, mais comme tout, c'est faire des projets de ça. Donc, c'est, tu montes ta boîte, bah, trouve tes premiers clients, quoi. Et démerde-toi. Et donc, Ok. à quel moment, s'il n'y a pas réellement de formation, à Ouais. quel moment toi, tu te considères grosse? Ah, c'est une bonne question. Mm. Je pense au moment où tu te dis tout le monde ne l'aurait pas fait Ouais. et j'ai réussi à obtenir des clients plus que enfin, en tout cas l'objectif que je voulais atteindre et via des techniques du coup quelles que soient les techniques en fait on s'en fout mais c'est Ok. générer de la croissance je pense que c'est juste ça. Mm. La différence entre un growth et un entrepreneur c'est juste que le growth il n'a pas la partie RH management il n'a pas la partie juridique financière lui il est juste là pour penser le système pour générer des clients, les faire venir sur son produit et qu'ils restent le plus longtemps possible. Voilà. Et comme un entrepreneur, mais sans tous les autres aspects support. Ok, donc vu qu'il faut avoir fait plusieurs projets, avoir testé, etc., est-ce que tu penses que nous, à Epitech Digital School, qui faisons un petit peu de tech, un petit peu de business, un Ouais. petit peu de design, Ouais. on a ces différentes casquettes, est-ce que on serait prêt à tenter justement ce métier de growth? Ouais. Est-ce que on a les compétences un peu marketing et pluridisciplinaires qu'il faut? Complètement. Le plus important, la qualité essentielle, c'est la débrouillardise. C'est Ok. tout. C'est comme un entrepreneur. C'est vraiment toute la journée, tu as des problèmes, tu les résous. Basta. Ok. Et souvent, c'est des problèmes. Moi, 50% des problèmes de mes clients, je les résous avec une requête Google. Ok. Ou ChatGPT Bah, en fait, maintenant. c'est une sorte de mini-entrepreneur en fait. Ouais, oui. C'est un peu comme cofonder sa boîte, mais sans le faire et plutôt penser à la place du fondateur qui lui va aller chercher ses clients. Parce que quand il n'y a pas de growth hacker, quand il n'y a pas de growth, du coup c'est au fondateur de la boîte de le faire, Et Ouais. en quelque sorte. Est-ce qu'il a vraiment besoin de la grosse? Est-ce que Alors- toutes les boîtes en ont besoin? Alors, il y a quand même une autre différence entre le growth et l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, comme les sales, c'est eux qui vendent le produit quand même. C'est eux qui pitchent. Mm. Le CEO d'une boîte, il va vendre à ses clients le produit, il va vendre à sa team la vision et il va vendre, s'ils ont des actionnaires, à ses actionnaires le ROI, Oui. les bénéfices. Donc le growth, il n'a pas à faire ça. Lui, c'est vraiment en amont de ça, faire venir les gens, le fait qu'ils restent le plus longtemps possible
sur le produit ou le service. Mhm. Et ensuite, ils passent le côté vente purement orale ou tout type de vente aux équipes commerciales ou aux sales ou à l'entrepreneur CEO. D'accord. C'est quand même Ok. la Oui, grosse c'est différence. quand même, Mais sinon, oui, au début, quand tu montes ta première boîte, t'es grosse. Ouais. Parce qu'en fait, tu te démerdes. C'est ça. Voilà. C'est ce comme que ça je me disais, c'est comme ça que je ok. me suis formé. Donc tu vois ça comme une étape vraiment particulière, inscrite dans la recherche et développement, comme tu disais tout à l'heure. Mais est-ce que vraiment des grosses boîtes comme des entreprises Ouais. ou même des GAFA ont besoin d'un gros avant de lancer un produit? Avant de lancer un produit, Ouais. je pense que des GAFA, ils ont Même des équipes après. de grosses, Ouais. clairement. Mais en fait, on va pas rentrer dans le technique, mais dans le growth, il y a plein de variantes. Ok. Donc, t'as pas que le growth hacker tel qu'on l'imaginait, en faisant du scrapping, tu vois. Ok. C'est typiquement vous, les techs, vous avez plus un profil growth ops, tu vois. C'est quelqu'un qui va pouvoir aider toute l'équipe growth Mhm. à justement développer des petits scripts pour faire passer les données. Dès qu'il y a un truc à coder, qui peut connecter des datas, développer des petits outils, no code ou code, pour aider les autres équipes grosses à faire de l'acquisition ou de la D'accord. rétention sur le produit. Donc, si vous voulez tous les aspects, tu as l'Ops, donc qui développe tous les produits. Tu as le growth inbound, outbound. Inbound, outbound, la différence, c'est que inbound, c'est le client qui vient à toi. Ok. Outbound, c'est toi, l'entreprise, qui va aller chercher le client. Il y a des techniques. D'accord. Après, tu as le product, donc il se charge vraiment de voir sur le produit, sur le service, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le client reste plus. Et puis tu as le ads maintenant qui fait beaucoup qui gère la pub, quoi, simplement. C'est Ok. purement acquisition, pub, voilà. Ok. Et tu as qu'on appelle le demand generation, c'est le le head of growth qui va chapeauter toute l'équipe. Ok. Voilà, je vais D'accord. peut-être oublier, mais Parfait. bon, globalement c'est ça, Ouais. quoi. Ok, Et d'accord. donc Plusieurs casquettes. toutes les entreprises n'ont Mm. pas besoin de growth, typiquement Ouais. les PME industrielles. Bon. Mais c'est plus le mindset en fait qui est important. Et dans les PME industrielles, je bosse avec certaines où dans l'équipe market par exemple, tu as toujours quelqu'un qui va avoir juste ce mindset de tiens, je vais tester ça, Ouais. j'y ai pensé, Ouais, vas-y, je vais le ok. tester. Bah, lui, c'est le gros hacker de la boîte, tu vois. Ok, ouais, c'est pas officiellement Voilà, son poste, mais C'est ça. il a le mindset. Ouais, exactement. Ok. C'est quelqu'un qui a toujours envie d'aller tester, aller chercher plus loin de ce qu'on a devant nous. Ouais. Donc, Ouais, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez en tant que growth? Des outils vraiment faits pour ça? Nous, en tant que dans le design, on a Figma, Ouais. pour coder, on a VS Code. Enfin, qu'est-ce qu'on Ouais. a en tant que des growth? plateformes de travail. Alors, en fait, ça dépend. Tu vois, toutes les catégories que je t'ai faites du Go, ça dépend. Chaque catégorie a un peu ses logiciels. Mais Ok. en gros, en outbound, moi, c'est ce que je connais le plus. Tu as des outils pour aller faire des campagnes de mailing, des campagnes LinkedIn. Peut-être l'Emlist, des choses Voilà, comme donc ça. Ok. typiquement, ça va être Lemlist, Emilia, Evabot. Je vous sortirai, vous sortirai une liste et puis vous le checkerez. Mais Ouais. Evabot, Sales Navigator, Phantom Buster, voilà, Ouais, la grosse ok. machine, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment des trucs pour aller rechercher les données, extraire les données, les scraper, penser ses séquences de messages et envoyer derrière. Et après, quand tu fais de l'ADS, c'est toutes les régies publicitaires classiques, Meta Ads, TikTok Ads, Ok. YouTube Ads et compagnie. Voilà, et après, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ouais. Mais notamment en Ops, tu as énormément besoin d'automation, donc tu vas utiliser Make et Zapier Ouais. souvent, avec des bases de données qui sont en no-code généralement, ça dépend de la boîte, mais du coup des bases de données qui sont hébergées sur Airtable, voilà, Ok. tout simplement, quoi. Ouais, souvent des outils no-code du coup parce que Sur des startups early stage, ouais. Après, dès que ça grossit un peu, ils essaient d'avoir une tech un peu plus solide. d'accord. Mais il faut de l'argent pour payer. Mm. Ouais, ça comme toujours. Bon, est-ce que tu as là tout de suite un projet en tête que tu as bien aimé et un projet sur lequel tu te dis que c'est pas trop une réussite quoi, un échec et une réussite en fait. Une mission ou un projet de vie Soit un projet, soit une mission, peu importe. Un truc où tu peux te dire, ok, ici j'ai réussi parce que Ouais. ça, il y a eu les résultats. Et ici j'ai pas trop réussi parce que il m'est arrivé. Il y a des ces missions, il y a choses. des missions en échec, il y a des missions où ça m'est jamais arrivé d'avoir un client qui me dise t'as fait de la merde. Ok, C'est c'est pas jamais mal. arrivé. Mais pourquoi? Parce que souvent quand tu es freelance,
comme quand tu as un client, il y a c'est 50% les compétences et 50% ton relationnel. Le relationnel est quasi même plus important que tes compétences, tu vois. Ah oui. Donc, une fois, je me rappelle, c'est une des premières missions, on devait tester le marché français international. On s'est rendu compte que le marché français, il n'y avait rien. Ah oui. Et le marché international, un peu, tu vois. Mais clairement, j'ai aidé à cette prospection, mais j'ai pas non plus généré des résultats de fou, quoi. Et donc, tu dois expliquer au client qui a quand même cru en toi, qui a investi des billes en toi, tu vois. Tu devais dire pourquoi il n'a pas son retour sur investissement. Ok. Donc, c'est une sorte d'échec que tu dois savoir gérer. Et c'est là le relationnel, expliquer pourquoi, expliquer que tu as fait le meilleur de toi et de toute façon, il ne pourra pas avoir mieux. C'est là que c'est super important. Mais c'est pas un échec qui vient de toi. Non, c'est là, en l'occurrence, je pense pas. Oui. Tu m'aurais dit, j'aurais peut-être plus dû me former, etc. Tu vois, j'aurais pu faire toujours plus, évidemment. C'est vrai que des fois, toi, ton métier, c'est quand même d'aller chercher des clients, etc. Des fois, de les faire rester. Puis des fois, en fait, on peut pas aller chercher de clients parce qu'il y en a pas forcément toujours. Oui, c'est ça. C'est pas... La première étape, c'est marrant, parce que la première étape, vraiment, quand tu fais du gloss, c'est d'aller parler au client. Parce qu'en gros, la première étape, c'est d'aller trouver la source de données pour l'analyser. Ok. Donc, la première source de données, avant d'avoir des chiffres, ça c'est notre gros biais d'ingé, on est derrière notre ordi et on regarde les chiffres, c'est juste d'aller parler aux clients, quoi, c'est tout. Et souvent, il y en a au moins 10 des clients, tu vois, ou des potentiels prospects. Et donc, c'est prendre son téléphone, envoyer un message, prendre une petite interview de 20 minutes, et tu parles avec lui tout simplement, et tu lui demandes quelles sont tes problématiques, parce que normalement, la boîte a une solution qui répond à un vrai problème, donc tu ne vas pas l'emmerder le mec, tu viens répondre à son problème, et donc tu lui poses des questions pour savoir quel est son problème, est-ce que la solution elle répond vraiment à son problème et comment on fait pour l'améliorer, quoi. Donc ça c'est la première base, c'est la première étape. À chaque fois qu'on arrive dans une boîte, on fait donnez-nous 10 noms de clients ou au moins les commerciaux pour qu'on arrive à comprendre vraiment la problématique et comment vous résolvez la solution. Et tout ça, ça passe donc sur le relationnel avec le client. Oui, il faut que le client ait confiance quand même de te filer les numéros des clients. Oui. Donc tu nous disais est-ce que tu as des missions que tu as aimées, des missions ou pas des échecs, mais que tu as moins aimées. Ouais. Dans le métier en général, dans le gros, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes plus que tout et d'autres ou un peu moins? Dans le gross, dans le métier en général? Oui. Des choses que tu pourrais changer même si tu avais le pouvoir de faire ça? Moi, c'est vraiment c'est cette image-là du gloss, mais marketing en général, hein, on peut même l'étendre à l'entrepreneuriat, qui est, on a un marketing qui est bidon, quoi, et c'est ça qui est souvent mis en avant. Et on a le marketing à la base quand même, c'est résoudre des problèmes. Voilà. C'est apporter des solutions à des problèmes de société. Donc c'est quand même pas mal en vrai. C'est ça la théorie. Après, je dis pas que les humains sont emparés, et puis ils sont emparés, et puis voilà, ça fait ce que ça fait. Mais le marketing à la base, c'est juste être ultra empathique. C'est pour ça que nous, à chaque fois, on commence par interviewer les gens pour comprendre, se mettre dans leur botte. C'est ça la base, pour arriver à leur pondre une solution qui va vraiment répondre à leurs problèmes. C'est ça la base du marketing, c'est ça. Donc après, tout dépend de la solution que tu vas lui apporter. Est-ce que c'est une solution un peu décalée où tu vas lui faire vendre du rêve et tu vas lui dire tiens, je sais que je vais te faire monter la sauce sur ton désir de consumérisme et je vais te vendre plein de choses. C'est des désirs que tu crées. Ou est-ce que c'est vraiment un vrai problème que tu as là et tu apportes une vraie solution, quoi. D'accord. Okay. Moi, c'est ça qui me tend. C'est parfait. Un peu. Bon, en tout cas, avant de passer à la partie 3, cette dernière partie où tu vas nous donner un petit peu un cours sur comment acquérir ses besoin de vous, clients. Parce que, ouais. Bon, j'ai d'abord une question. Est-ce que tu as des noms rapidement de personnes inspirantes ou très compétentes dans ce domaine de growth qu'on peut aller chercher, suivre sur LinkedIn, YouTube que tu as connu ou même pas connu, mais est-ce qu'il y a des grands noms qui t'ont inspiré? Ouais, il y a des grands noms, mais honnêtement, moi, ils ne m'inspirent pas. Ah, d'accord. Il y en a peu qui m'inspirent. Ceux qui m'inspirent, c'est vraiment les entrepreneurs. C'est plus là où je prends ma source d'inspiration, parce que les deux mondes sont assez liés finalement. Celles qui ont changé un peu ma vie, les deux que j'avais écoutées à l'époque, là, c'était le moment où j'ai quitté ma boîte pour aller faire ma formation de code. Là, c'était du coup Pauline Legno à l'époque. Et Stan Leloup, qui était le gourou du marketing à l'époque, il doit être encore un petit peu, j'imagine. Comment c'est quoi son nom? Stan Leloup. Stan Leloup. Et son podcast, ça s'appelait Marketing Mania, je crois.
Ah, j'ai déjà vu. Ok. Ouais, moi je pense qu'il est en Chine maintenant. Je sais pas Mm. s'il est aussi actif, mais à l'époque, il était bien rentré dans ma tête. Ouais. Ok. Et je peux te dire que ça faisait rêver. Et à l'époque, il avait un podcast qui s'appelait Digital Nomad, je crois, ou Nomad Digital, je sais plus, avec un autre, Paul, et c'était mais juste incroyable. Tu prenais une bouffée d'air frais tous les matins, tu te disais, j'ai envie d'être comme eux. Ok. Donc voilà, et non, les entrepreneurs, sinon, c'est autour de moi plutôt. Parce que il y a une grosse différence entre ce que te montrent les réseaux Ok. et la réalité vraiment de l'entrepreneur. Moi, j'ai un pote, par exemple, qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Fabien, et qui essaie tout modestement, de remplacer l'industrie minière. Et il fait ça de façon plus écologique. Et donc il fait ça en plantant des plantes. Et en fait, les plantes en poussant vont extraire le métal, aspirer le métal du sol. Et ensuite, il récupère le métal et il le vend. Ok. Ouais, bon, alors, je J'ai le fais jamais très entendu parler de simplifié. ça. Et si sa cofondatrice, ce qui est CTO, elle va me défoncer. Mais en gros, c'est ça. C'est répondre à la problématique qui est très polluante de l'industrie minière et de façon plus écologique aussi, plus économique aussi. Ok. Ok. Ouais, donc ça, tu vois, c'est des profils entrepreneurs qui m'inspirent plus parce que je suis avec eux, je les vois au jour le jour, je vois ce qu'ils vivent, je vois que c'est de la galère quand même, mais qu'en même temps, ils y arrivent toujours. Ce mec, il y arrive toujours, tu vois, c'est Ok. incroyable. Et donc, voilà, ça m'inspire plus des profils que je connais. D'accord. D'accord. Qui vont être curieux et aller sur des chemins que personne n'a encore empruntés. Ultra débrouillard. C'est ça. Franchement, débrouillardise. Parfait. Bon. Alors, du coup, On va pouvoir Partie passer 3. à la Ouais. mini masterclass. explique-nous En toute modestie. comment acquérir ses premiers clients. Alors, déjà, dans quel contexte? Ouais, Plutôt contexte startup. je pense que ça s'applique à tout contexte. Ok. Après, il faut l'adapter un petit peu, évidemment. Mais c'est toujours, je trouve que c'est toujours le même process, quoi. Franchement, j'ai accompagné des centaines de boîtes et freelance. Parce qu'en freelance, c'est quoi? C'est une entreprise, juste il y a une personne et elle vend du Ouais. service. Hein. Donc Oui. c'est une boîte. Hein. Une boîte de service. C'est une mini-agence, quoi. Ouais. C'est toujours le même process. Et ça fait beaucoup écho à ce que je vous ai dit avant. C'est en gros, tu trouves une solution. Tu trouves un problème, pardon. Un vrai problème. 2, tu trouves une solution. 3, tu construis cette solution. Donc là, il faut voir comment la construire. Le On MVP. en parlera, le MVP. Ok. Mais en service, comment tu fais du MVP? Pas évident. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. 4, tu testes, tu AB-testes cette solution auprès de tes utilisateurs ou potentiels clients et jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le product market fit. On verra. Et puis 5, une fois que tu as ça, une fois que tu es sûr que tu as un product market fit, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir scaler si tu as un produit ou grandir si tu as du service Ok. D'accord. à ton échelle. Donc si vous voulez, on va être dans chaque étape. Ouais, Ah, parce que là, comme ça paraît simple. Mais là, j'ai comme besoin de ça, vous. ça a l'air J'ai besoin de super facile. Donc, Mais déjà trouver le problème à l'étape 1, comme tu as dit, trouver un problème, c'est déjà Ouais. une étape énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et souvent, les gens, ils arrivent et ils disent « Ah, j'ai une idée et tout !» on a toujours Ouais, bah, l'idée teste-la, du teste-la. siècle, Ouais, c'est l'idée ça. incroyable que personne n'a encore fait. Déjà, la philosophie, surtout en tant qu'ingé, c'est on n'est pas des génies. Ouais. Clairement, on n'est pas des génies. Et l'idée que... Moi, j'ai des centaines de milliers d'idées, tu Ouais. vois. Mais l'idée que vous avez là, en fait, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui l'ont au même moment. C'est ce qu'il faut se dire. La seule différence qu'il va faire entre vous et les autres, c'est l'exécution. Typiquement, le podcast, je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir imaginé faire un podcast. Ah non. Oui. La seule différence entre vous et ceux qui l'ont imaginé, c'est que vous avez fait le premier épisode. Voilà. On verra si ça continue. D'ailleurs, Déjà, j'avais on vu une espère. statistique comme quoi c'est quoi 90% des podcasts. Alors, le chiffre est Oui, assez à vérifier, bien sûr. approximatif, hein, mais 90% des podcasts ne vont pas au-delà du 4e ou 5e épisode. Alors, c'est très approximatif, hein, ce que je viens de On ira dire, au Ouais. 6e. mais c'est voilà. Ouais, non, mais Euh, clairement. Si ça prouve que l'exécution, finalement, ça finit par. J'avais entendu 20e, moi. À Pour 20e, vous donner ok. un peu... Non, mais j'en sais rien, c'est pour Bon. vous donner un peu plus un peu plus de challenge. On a un plus gros objectif. Non, et puis le problème, comme tu as dit, il y en a des milliers qui y pensent. Ouais. D'autres même qui vont essayer de le régler. Ouais. Mais est-ce que ça va pas nous stopper en se disant bah, ils ont essayé, ils ont pas réussi? Ouais. Alors qu'en fait, c'est Alors tout l'inverse. qu'en fait, oui. C'est tout l'inverse, ils ont fait le taf pour vous. Ils sont Ouais. juste pas allés plus loin. C'est ouf. Ok. Donc en fait, l'idée, c'est déjà, trouver le problème. Donc comment on trouve un problème? Moi, ce que je vous conseille, si vraiment vous voulez avoir un projet qui est plutôt long terme, c'est
encore une fois, d'aller sur un truc qui vous passionne un minimum. Oui. Donc, d'aller dans un secteur qui vous parle, vous avez des minimums de connaissances. C'est pas obligé de connaître le secteur parfaitement, mais c'est quand même assez primordial d'aimer le secteur, quoi. Si on a des connaissances dessus et qu'on a déjà les problématiques en tête, let's go. Sinon, il faut aller parler aux personnes. Il ne faut pas avoir peur. Et en fait, moi, à chaque fois que je lance un projet, produit ou service, je contacte 10 personnes, j'en contacte 20 parce qu'il n'y en a que la moitié qui répondent. Comme toujours, je contacte 20 personnes au sein de mon réseau déjà. Généralement, maintenant, plus tu grandis, plus tu as un réseau, donc tu arrives à tester rapidement. Mais sinon, le reste, tu fais sur LinkedIn. Des gens qui sont du secteur, que tu connais pas forcément, et tu leur envoies juste un message en leur disant « Je suis sur un projet, sur cette problématique, j'aimerais beaucoup avoir l'avis d'un expert. » Tu flattes un peu son ego. La personne, elle va prendre 20 minutes, mais avec grand plaisir pour te répondre. Pas tous, mais tu en auras déjà t'en as au moins 30% qui te répondent, quoi. Donc voilà, là par exemple, je suis en train de réunir tous les hacks pour les freelances, tu vois. Je contacte des freelances sur LinkedIn. J'ai 25% qui me répondent et qui me donnent des conseils et tout. C'est trop bien, tu vois. C'est super ça. Et c'est comme ça que tu rentres en contact avec eux. Et c'est comme ça que tu trouves le problème. Je me suis pas même si je suis freelance, j'imagine déjà les problèmes. Mais entre moi, mon problème et le problème de milliers de personnes, il y a une différence. Donc il faut voir un peu vraiment ce qui se passe vraiment dans le secteur et chez les potentiels clients. Donc ça, c'est la première étape. Avoir la vision universelle sur le problème. Ouais. Et pas juste ses propres yeux sur la chose. Surtout, détacher au maximum vos émotions. Parce que ça, c'est le marketing après. On sait faire, mais ça, c'est être ultra rationnel sur l'approche. Donc, vous contactez des gens qui sont pseudo-spécialistes ou qui sont censés avoir la problématique. Vous les interviewez, vraiment. Donc, vous posez la majorité de l'entretien, ça doit être poser des questions sur lui, sur elle, pour comprendre quelle est la problématique. Et derrière, vous parlez, tiens, je suis en train de penser à ça, qu'est-ce que tu en penses? Il va te dire, ouais, c'est de la merde. Ouais. C'est très bien, mais du coup, tu as une autre idée, etc. Il va te donner des idées comme ça. Ou alors il va te dire, putain, c'est sympa et tout, écoute, tiens-moi informé quand ça va sortir. Voilà. Et ça te fait un potentiel bêta-testeur. Et donc maintenant, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, on a trouver la solution. Là, c'est plus dur. Okay. C'est plus dur. C'est le plus dur, ça dépend, honnêtement. Il y a une technique très simple, c'est la technique où tu vas faire un benchmark. Et tu regardes toutes les solutions qui existent. Il y a toujours. Plus il y a de solutions, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a un marché. Ok. Donc vous regardez, et là le but c'est juste de trouver un axe de différenciation. Mais du coup, si on trouve la solution qui existe, ça veut dire qu'elle a déjà existé. Ouais. Donc c'est pas à nous de l'inventer. C'est pas à vous de l'inventer, mais tu sais, l'innovation c'est surtout pas inventer quelque chose from scratch. Hein. Oui. C'est très rare que ce soit ça. Hein. Et j'en connais pas. Même mon pote qui fait des plantes là. Alors lui, c'est le summum de l'innovation, tu vois. Tu crées tout from scratch, mais il part déjà d'un existant, tu vois. Mais généralement les business beaucoup plus simples où tu n'as pas besoin de faire de la R&D et d'investir énormément, c'est souvent des copies de l'existant. Ouais, parce qu'il y a ces deux types de marchés. Hein. Il y a le marché où les produits, les solutions aux problèmes existent déjà, mais on essaye de trouver une meilleure solution ou alors une alternative un peu différente. Et il y a parfois des problèmes pour lesquels il n'y a pas vraiment de solution proposée. Ouais. Là, est-ce que c'est pas plus compliqué? Là où il n'y a pas de problème? Ouais. Non, là où, alors il y a un problème. C'est évident, mais il n'y a pas de solution. Vraiment de solution. Si, pour moi, c'est partir de là où il n'y a pas de... Ça n'a pas été prouvé qu'il y a un marché. Il y a une problématique, mais ça n'a pas été prouvé. Il n'y a pas de solution déjà existante. C'est plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Ça veut dire que tu vas devoir itérer et faire un peu plus de recherche, beaucoup plus. Donc, tu vas normalement prendre un peu plus de temps. Ouais. Okay. Donc, c'est dur. Mais je peux te donner un exemple concret. Vous connaissez Rocket Internet? C'est peut-être trop vieux. Ça me dit quelque chose, mais... c'est quoi, en gros, eux, leur business, c'est juste, ils regardent ce qu'ils se font à l'étranger. Donc, ils regardaient ce qui se faisait aux US. Comme les US, souvent, ont 5-10 ans d'avance sur l'Europe. Ils regardaient, ils disaient, tiens, ça a popé. Hop, on fait exactement la même chose, mais en Europe. Donc, typiquement, c'est comme ça qu'ils ont créé Zalando. Je crois que c'est allemand, Zalando. Ils ont regardé, il y avait un site américain qui était énorme. Ils ont créé le Zalando allemand, et puis voilà. Puis après, quand les Américains arrivent, soit ils sont rachetés, soit la boîte est rentable et du coup ils accélèrent. Quoi. Ok. Donc c'est la plus simple, c'est copier ce qui existe et juste de trouver une petite différence. Et ça peut être par exemple la différence, juste le prix. Hein.
Ouais. Vous allez Des trouver fois, un petit faire hack pour... truc un peu moins cher. Ouais. Tu baisses le prix et voilà, si tu as la même qualité, ça peut être ça. Parfois Donc, même plus cher. ça peut être Ouais. plus cher, mais il faut un Oui. très bon marketeur. Alors, bon, il faut peut-être des fois, alors, il y a peut-être des marchés où on a des produits qui sont vendus, pas forcément de très bonne qualité, mais pas cher. Ouais. Et peut-être essayer de trouver la version, du coup, meilleure qualité. Une Ouais. version premium. Notamment maintenant avec les vêtements où on voit que de plus en plus de gens veulent avoir des vêtements qui tiennent plus longtemps, Ouais. notamment pour des raisons écologiques, etc. Mm. Donc, c'est vrai qu'il y a ce marché-là aussi. Des fois, on fait un petit peu monter le prix, un petit peu monter la qualité, Ouais. et ça marche très bien. Il s'adapter aussi aux mentalités qui changent, du Mm. coup. Ouais. Parce que les solutions existaient pour, par exemple, il y a 10 ans. Comme, je sais pas, tu parles de Zalando, les commandes en ligne. Mais aujourd'hui, les mentalités ont changé. Donc, trouver la même solution, mais l'apporter sur les mentalités d'aujourd'hui. Ouais, et même être plus précis, c'est aller sur des niches clientèle très Ok. précises. Ça peut être ton axe de différenciation et c'est très important, quand vous commencez en tout cas, d'aller sur une niche clientèle qui est vraiment très précise. Par exemple, tu parles des vêtements. Vous connaissez Loom, Oui. qui est une marque de vêtements? Alors, marque de vêtements. Non, parce que c'est Ah, non, c'est parce que, aussi, ok. c'est aussi Je la me suis voilà. dit, ok, non, Loom, marque de vêtements. Non, Loom, ils font quasi pas de pub. D'accord. Mais ils ont une niche clientèle qui va être la personne écolo qui a envie d'avoir, eux, c'est consommer mieux mais moins, mais via les vêtements. Donc ils font des vêtements, ils sont. Vous aurez dû me dire que c'était filmé, je l'aurais mis. Mais moi, j'adore cette marque, j'adore. Ah oui. Euh, Comment ça s'écrit? Loom, L-O-O-M. Ok. La Comme fondatrice Loom. s'appelle Julie Lafort, je crois. Et non, mais j'ai un t-shirt, ça fait 4 ans que je l'ai. Ok. Hmm. Donc, des vêtements plus Je m'en durables. je m'en sers, mais honnêtement, peut-être 2-3 fois par semaine. Et ça tient. Je le mets en bandeau pour dormir la nuit, je m'en sers en brassard. Oh, enfin, j'en fais si tu tout, peux j'en dormir fais avec tout. un t-shirt la nuit, c'est que vraiment là, Ah non, mais c'est. ouf. Et il est nickel, quoi. Il a fait, je sais pas, 100 machines le truc. Bon, bref. Ok. Donc, moi, je suis la cible. Je suis le bobo écolo, tu vois, un peu. Euh. Donc, j'ai été touché par ça. J'ai payé plus cher le vêtement. Mais parce que derrière, voilà, je le garde plus longtemps et elle a résolu un vrai problème à moi. Donc, je suis très content. Voilà, donc tout ça pour dire que la différenciation, ça peut être le prix, ça peut être la niche, ça peut être une autre fonctionnalité ou un autre service. Voilà, c'est ce que j'ai en tête à peu près. Ok. Donc là, normalement, tu as trouvé la solution. Tu as trouvé, Ouais. tu dis, je vais faire une solution bis. Tu vois, marketer de cette façon-là, voilà, avec cette différenciation. On va pouvoir passer à l'étape 3, du coup. Qui est la construction. Ok. Si c'est un produit, il va falloir faire un minimum quelque chose de tangible. Mhm. Et si c'est un service, il va falloir imaginer comment faire le service. Mhm. Donc, si c'est un produit, moi je vous conseille de faire un MVP, donc un Minimum Viable Product, avec vous réfléchissez, vous analysez toutes les problématiques de votre niche. Vous regardez toutes les solutions et vous les traduisez en fonctionnalités. Ok, et vous vous dites, ok, quelle est vraiment celle que le client veut absolument. Mais vous enlevez toute votre émotion. D'accord. C'est pour ça que je vous conseille, quand vous faites vos interviews, de tout noter. Hmm. Parce que quand vous allez analyser vos données, vous aurez enlevé l'émotion. Et Ouais. faites l'analyse pas le jour même, faites l'analyse bien après. Donc là, vous allez rationnellement, froidement, dire « Ok, il m'a dit qu'en fait cette solution, cette fonctionnalité, elle était primordiale. Donc je la choisis. » Hop, vous construisez votre MVP comme ça. Utilisez des outils no-code, enfin ça je vais rien vous apprendre, pour construire votre produit. Si c'est du service, dans ce cas-là, en fait vous le ferez quoi. Quand vous dites je peux le faire, vous vous démerderez. Si vous avez la mentalité d'un entrepreneur, vous le ferez. Je vous donne un exemple qui est entre produit et le service. Une boîte qui s'appelait, je crois, Joe, J-O-W. La promesse c'était, c'était une application. Ok. Donc, tu demandais, c'était l'ancêtre de l'AI, de l'IA. Hmm. Donc tu demandais où est-ce que je peux amener ma copine ce soir, trouve-moi 2 restos trop cool sur Bordeaux. Et donc elle te sortait, tiens, tac, 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 les deux restos trop cool. Et en fait derrière c'était juste des stagiaires qui Non, allaient faire des requêtes. c'était des vrais stagiaires. Au début, c'est pour tester la promesse. Pour tester Ah la ouais, promesse, c'est tu vois. incroyable. Au début tu fais comme ça. Bon, sauf qu'ils ont fait Et ça pendant 3 ans. Mais ils itéraient. Ah, il devait y avoir beaucoup de On attendait stagiaires. 15 minutes la réponse. Ouais, au début c'est un peu long, tu vois, mais tu l'as au bout de 5 minutes, c'est pas grave, tu vois. Hmm. Et puis eux tu disais mais c'est pour entraîner l'algo, c'est pour entraîner le truc, donc voilà. Mais voilà, tu vois souvent quand tu as une demande, mais même moi des fois quand je prends des missions, des fois j'ai juste 50% de mes compétences derrière je sais que je pourrais pas y arriver, donc je suis obligé d'aller chercher ailleurs ou alors de me former
Et une fois que j'ai vu la formation, je dis c'est bon, Ah, ok. c'est bon, on va le faire. Hmm. Voilà, donc ça, c'est construire ta solution. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, parce que souvent on fait l'erreur d'aller trop loin dans le MVP, est-ce qu'il y a un moment où on peut se dire, ok, là mon MVP, j'arrête de le construire Ouais. et je le teste. Bah, ça, franchement, c'est la méga erreur des ingés. C'est horrible. Mais on est tous comme ça, on sait pas faire 80-20, quoi. On va pousser le 20%, mais à fond, quoi. Dire, ah, c'est pas nickel et tout. Alors que ça change rien, ils s'en foutent. Il va peut-être te faire la remarque en mode, ah, c'est pas beau, là, il y a un point. Hmm. Mais ça change pas sa décision. Si ça a vraiment résolu son problème, c'est le plus important. Ouais. Donc, moi, ce que je conseille sur des produits tech, c'est vraiment de faire des itérations très très courtes. Ouais. Il n'y a pas de deadline, mais 2 semaines, tu vois. Tu te dis, bon, en 2 semaines, on peut shipper quelque chose. Franchement, si vous mettez à fond, vous pouvez le faire. Et vous Ouais. arrêtez là et déjà vous présentez. Donc, c'est la 4e étape, c'est aller AB tester. Là, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez votre solution, normalement, il faut aller trouver des AB testeurs. Du service ou du produit. Hein. Les deux marchent. Ok. Quand tu es freelance aussi, hein, potentiellement, tu as parlé à des gens, tu leur as dit ah bah écoute, moi je pense que en gros sa problématique ça va être de générer de la croissance, je vais avoir plus de chiffre d'affaires, je trouve pas de nouveaux clients. Et bah moi je pense que je peux le faire avec des techniques de growth classiques, je fais de l'outbound, de l'inbound. Écoute, honnêtement, let's go. Et par rapport aux concurrents, je te fais ça 10 fois moins cher. Ok. Voilà, Ok. par exemple. Tu vois, c'est une différenciation. En vrai, si c'est notre première mission, Voilà. ça vaut peut-être le coup. Exactement. Mm. Et donc, bah, il va dire, OK, let's go. Donc, c'est comme ça que tu as tes premiers AB testeurs. C'est de par ton premier pool d'interview, tu vas en avoir 2, 3. Et si tu n'en as pas assez, tu refais, tu peux faire une petite com sur LinkedIn, tu peux aller en rechercher avec des messages pour en revoir. Mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir au moins 5, tu vois, 5 à 10 AB testeurs. Et vous envoyez votre MVP. Donc, si c'est par produit, vous envoyez votre tech. Si par service, bah, let's go, quoi. Ouais. Direct. Ok. Donc, tu parlais du coup d'itération. Ouais. Après, une fois qu'on a testé sur les testeurs, revenir sur les mêmes derrière qui Oui. ont le feedback du coup de Ouais. Ah, c'est une bonne l'application question, du ça, produit j'y ai avant. pensé. Ouais, complètement. Complètement. En fait, ce qu'il faut avoir en tête en entrepreneuriat, c'est que ça coûte beaucoup plus cher d'aller chercher un nouveau client ou un nouveau AB testeur que de garder celui qu'on a déjà. Mais D'accord. beaucoup plus cher en termes de temps, en termes d'argent, tout. Donc, ceux que vous devez chérir, c'est ceux que vous avez déjà. Avant de faire de la com à droite et à gauche, déjà chérissez ceux que vous avez et assurez-vous qu'ils Pourtant, sont... la vision nouvelle d'un nouveau testeur, c'est aussi primordial dans la conception d'un produit. Ouais, alors c'est vrai. Bon, après, il n'y a pas de règle, hein, mais en gros, tu fais ton premier test avec les 5-10 premiers, ils vont te faire des retours, tu vois vite si ça accroche ou pas. Bon, bah du coup, si ça accroche pas du tout, tu fais une itération avec les mêmes. Tu essaies jusqu'à ce que tu vois qu'il y a la lumière dans leurs yeux. Et puis au bout d'un moment où tu vois qu'il y en a 70% à peu près qui a la lumière, tu dis bon bah je vais aller en chercher un peu plus et petit à petit construire un produit pour 200, enfin 200 c'est beaucoup en produit. Ça dépend du produit en fait, mais entre 10 à 100 quoi, tu vois. Et puis si ça marche pour 100 personnes, normalement, Voilà, on peut espérer et que pour les allez-y autres. mollo quoi. Allez, Ouais. faites itération après itération après Ouais. itération. Parce que chaque itération, vous allez avoir des rentrées d'informations de vos potentiels clients. Il va falloir les mettre sur un spreadsheet, bien analyser et dire ok, j'ai des nouvelles hypothèses, des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux besoins. Et maintenant, lesquels je priorise et lesquels je fais en 2 semaines. Mais ça, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup plus. Avant, les marques lâchaient leurs produits directement avec des gros MVP. Donc, en fait, ils pensaient que c'était fini. Aujourd'hui, on a beaucoup de produits qui sortent en bêta avec des waiting lists où il faut s'inscrire. Par exemple, Arc. C'est un browser que bien, hein. J'étais sûr qu'il allait le placer, c'est bon, il l'a fait. J'adore Arc. Ouais, c'est cool. J'adore Arc, je mets les feedbacks et tout. Et c'est ça en fait. Souvent beaucoup de mises à jour. Ils attendent les retours utilisateurs. Et j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus ça. Bah, tu vois celles qui marchent, qui font ça. Mais tu vois pas celles qui marchent pas, parce qu'en fait elles font pas ça. Donc derrière elles peuvent pas itérer et tu les verras jamais. C'est vrai. Mais je donne un exemple. Vous connaissez TGV Max ? Non, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais c'est l'offre illimitée de train pour les jeunes de la SNCF. Ok, mais il y a ça en France ? Ouais. Je sais Je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Mais bon, c'est récent alors.
Je connais pas. Et bah, moi, j'ai fait partie des AB testeurs, par exemple. Ok. Donc, c'est le mec de WeSNCF à l'époque qui m'avait contacté et dit tiens, je vois que tu prends le train. Est-ce que ça te chauffe de faire partie de l'offre on est en train de tester l'offre illimitée pour 70 balles par mois. Je crois qu'à l'époque, il m'avait fait gratos au début pour AB tester. Enfin bref. Moi, j'étais saucé. Moi, j'ai fait bien sûr, c'est trop bien. Je reviens à Bordeaux tout le temps, mais tu règles un énorme problème pour moi. Je vais pouvoir revoir mes parents plusieurs fois par mois. C'est trop bien. Let's go. Et donc, il avait un groupe WhatsApp. Mais même lui, c'est même pas un produit, là. C'est un service, tu vois. Et donc, voilà, on a testé l'offre et on faisait les retours. On dit, mais là, Paris-Bordeaux, il est parti en moins de 2 secondes. Enfin, nul. Ou alors, il n'y a pas assez d'offres pour Paris-Strasbourg. Voilà. Donc, petit à petit, on a itéré. Et au bout de 2-3 mois, il a sorti l'offre qui était bien calibrée avec son groupe d'AB testeurs. Ouais. D'accord. Tout ça, ça ressemble un peu comme les démarchages de rue, quand ils viennent avec leurs produits, ils les font goûter, après ils reviennent en laboratoire, ils les échangent et puis ils reviennent. Ouais, alors quand tu as du produit purement physique, tu peux encore faire ça, hein. Notamment une cible qui est très compliquée à démarcher, c'est les restaurateurs. Les boîtes de restauration, les boîtes qui font des produits pour les restaurateurs, ça passe par souvent une équipe de commerciaux qui vont au restaurant, qui se prennent les portes, mais qui vont leur dire voilà, nous on fait ça, t'as telle problématique, nous on fait ça, teste-le. Voilà. Okay. Donc là, t'as pas d'autre choix que d'aller en boutique et parler vraiment aux gens. Et c'est encore le meilleur moyen, moi je vous conseille. Si vous voulez lancer un business, le meilleur conseil c'est d'aller parler au client. C'est lui qui vous dira ce qu'il faut faire, vous avez rien à faire en fait, juste l'écouter. Donc en fait, du coup, si on doit résumer tes 4 étapes, c'est d'abord trouver le problème. En ayant un regard très universel, être très reculé sur les choses, trouver la solution. Pas forcément une solution qui n'existe pas, mais une solution sur laquelle on peut apporter quelque chose de nouveau. Et ensuite, du coup, aller créer le produit. Créer le produit ou le service. Penser le produit ou le service. Le MVP. Le MVP, qui n'est pas forcément obligé d'être un gros MVP. Non. Le plus simple, le c'est strict le mieux. minimum. Puis itérer avec des périodes de 2 semaines, aller voir les clients. Ok. Et après, quand même, le but, donc, c'est AB test. Et le but, à un moment donné, le but de tout ça, quand même, c'est d'arriver au product market fit. Donc, le product market fit, qu'est-ce que c'est ? C'est un client qui comprend ce que tu dis. Déjà, c'est la première étape. Quand tu vois que le client, il comprend. Au début, c'est un prospect. Il comprend ce que tu dis. Il dit, OK, j'ai spoté un problème. 2, il faut qu'il ait l'intérêt et qu'il achète ton produit ou ton service. Et 3, il faut qu'il soit satisfait. C'est les 3 étapes. Et quand tu as des clients qui achètent et qui sont satisfaits, à ce moment-là, tu as le product market fit. Voilà. Après, tout est histoire de est-ce que pour avoir un product market fit dans du produit, il faut 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes. Ça, après, c'est ta sauce. Peut-être que ça dépend de l'industrie. Si c'est une niche, un peu moins. Si c'est une grosse industrie, beaucoup plus. Bien sûr. Dans le service, par exemple, moi je fais du service, au bout de 2, 3, 4, tu peux te dire, attends, là il y a un truc quand même. Ah ok. Le service, ça va vite, 3, 4, okay. Franchement. Le produit, non. Le produit, une app, par exemple, il faut aller beaucoup plus. Ok. Il faut, du coup, parce que si ton produit, tu veux le tester, 100 personnes n'aiment pas, peut-être tu vas mettre ton produit à la poubelle, alors qu'en fait, c'est peut-être un produit niche qui allait plaire à beaucoup de personnes, comme Loom. Si elle est testée sur, je sais pas, en grande surface, elle va faire tester à... Oui, c'est vrai, peut-être que les gens se seraient dit, mais c'est beaucoup trop cher pour un shirt. Si elle n'a pas Après, le but, c'est toujours d'aller là où il y a ton audience. Donc vraiment cibler l'audience dès le début. Et la dernière étape, c'est une fois que tu as ton product market fit, avec un nombre de personnes raisonnable, si tu as l'envie, tu scales, tu grandis. Voilà. Et donc ça dépend. Sur le produit, c'est pour ça que les gens se jettent sur le produit, parce que c'est plus dur. Honnêtement, c'est plus dur. Mais par contre, tu peux scaler. Et le service, c'est beaucoup plus facile. Mais par contre, c'est plus dur de scaler. Ceux qui essaient de scaler, c'est les agences, les boîtes de conseil et compagnie, mais ça prend plus de temps, il faut embaucher énormément de monde. Il y a plein de leviers, mais globalement, c'est plus long de scaler le service que le produit. Voilà. Et souvent, ce qu'on voit, c'est des entrepreneurs qui commencent par le service et qui finissent par le produit. Ils transforment un service en produit. Typiquement, tu fais freelance, une fois que tu fais toujours le même service, tu le transformes en formation. Premier mini-produit, et ensuite tu te dis tiens, est-ce que je pourrais pas faire autre chose, un petit produit, une app ou n'importe quoi avec la communauté de clients que tu as déjà, quoi. Ok, d'accord, ok. Bon, ça fait déjà un peu plus d'1 heure, alors avec les petites coupures qu'on a eues, etc., ça va, on est excusé.
Est-ce que tu as un dernier mot à dire ou est-ce que ça y est, je peux lancer mon product market fit dans les 2 semaines qui arrivent? Non, mais c'est ça, c'est cool, les gars. En tout cas, vous êtes vraiment là-dedans. Vous avez fait votre premier épisode. Là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est écouter un peu les auditeurs. Est-ce qu'ils vont vous dire, ah bon, le mec qui a parlé, genre juste il parlait trop, c'est chiant, tu vois, faut plus le couper. Tu vois, Ouais. peut-être ça va être un retour. Ok. Dans ce cas-là, il faut plus intervenir, faut pas me laisser parler. Est-ce Le que, couple. voilà. Est-ce que je veux dire la qualité du son, les gars, honnêtement, Ouais, faites aussi. gaffe. J'en sais rien, hein, c'est des hypothèses. Mm. Parce que dire la coupe de cheveux du mec là, faut la changer, tu vois. Alors ça, je suis pas sûr. J'en sais Ouais, rien, bon. tu vois. Non, mais surtout écoutez un max ce qu'ils vont vous dire pour améliorer le concept jusqu'à avoir un truc vraiment qui est béton et qui vraiment se différencie et qui répond à un vrai problème du coup de votre audience. On peut imaginer par exemple le problème que vous essayez de résoudre, vous, c'est la découverte de métiers. Moi, c'était un vrai problème que j'avais quand j'étais étudiant. Ouais. À part le forum des métiers, et franchement, Ouais. c'est pas ouf. Ou le Enfin, on va conseiller pas se mentir. d'orientation. Ou Qui conseiller d'orientation. peut être bien ou pas selon les Oui, personnes. ça dépend, mais ça dépend énormément des boîtes, des écoles. Donc bon, pour moi, vous résolvez un vrai problème. Si j'étais étudiant, part bien. mais il faudra leur demander. Tu vois, Ah. leur demander. Moi, je suis pas le client. Moi, je vous aide à développer. Si. C'est dommage. Ok. Bah, très bien. En tout cas, merci les gars, c'était très. Bah, merci à très toi cool. surtout. Est-ce qu'il y a des plateformes sur Ah, lesquelles oui. on peut te contacter si jamais il y a un étudiant qui a une Ouais. question pour toi? Qu'est-ce que tu conseilles? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn à fond, ajoutez-moi, je réponds à tout. Si j'ai la bande passante, mais généralement, je réponds à tout. Et je suis vraiment très preneur de. Si vous avez des projets qui viennent du cœur, Ok. pas une énième marque Wish, Mm. mais si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, je peux très bien vous aider, au moins déjà en vous répondant, avec grand plaisir. Et Parfait. pour finir, une dernière question. Est-ce que tu as des ressources, des ouvrages que tu pourrais conseiller pour apprendre du coup le gros? Pour apprendre le gros. Ouais. En fait, le truc, c'est que moi, je baigne tellement dedans, mais je pense que vous, c'est un peu pareil. Ouais. Quand on baigne tellement dans un domaine, le soir, t'as juste envie de déconnecter, Ouais. Oui. tu vois, Donc, moi, mon livre préféré, c'est Magellan. Magellan. C'est juste, il est fou ce livre. Il te permet vraiment de prendre de la hauteur, de te Ok, rendre ouais. compte qu'il y a des mecs, c'est le plus grand entrepreneur de tous les temps, Ouais. Magellan. Lisez-le, le truc, c'est Ok. de Stephen Zweig, c'est incroyable, franchement. Voilà, D'accord. Et ben on note ça. super. Merci à toi. Merci d'être venu. beaucoup, c'est très cool. Merci à tous. Et puis au revoir.